Bonjour, Jean-Pierre. Bon. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Je vous propose qu'on commence dans 1 minute. Et Bonjour, Président. Bon, je vous propose qu'on commence. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Salut Bernard, j'espère que ça va bien. très bien. Comme d'habitude, par défaut, essayez de couper vos micros pour qu'on évite les bruits de fond si vous ne parlez pas. Bonjour. Il y a des micros qui sont ouverts. Bonjour, Jean-Marc Moglia, je coupe mon micro. Bonjour. C'est vrai que c'est pas très chaleureux de dire ça, j'en conviens bien, mais c'est juste pour éviter les bruits de fond. J'espère que tout le monde va bien. Je vous propose qu'on commence cette séance du Conseil du pôle métropolitain. Alors normalement, vous avez bien reçu tous les documents. L'ordre du jour est assez dense, comme à chaque fois à cette période de l'année, avec des aspects liés à l'économie, hein, le tourisme, le développement économique et puis les finances, puisqu'on doit voter à la fois le compte administratif, l'affectation de son résultat,
et puis la décision modificative. Alors, normalement, vous devez voir à l'écran des diapositives. J'espère que c'est bien le cas. Si ce n'est pas le cas, dites-le, mais en ce qui concerne l'appel des présents, on n'a peut-être pas besoin de le faire un par un. Normalement, si vous enregistrez, et l'enregistrement est lancé hein, de la visio, vous devez pouvoir voir tous les participants. Je me tourne vers Florence. C'est bon, Florence? Oui, tout à fait. On voit tous les participants. Aujourd'hui, nous sommes à 15 élus, donc nous n'avons pas encore le quorum. Ah, on a 15 élus, c'est vrai, mais pourtant il y a plus de 30 personnes qui je participent à la réunion. Je me permets d'intervenir, je pense qu'on a le quorum. Enfin, j'ai compté les élus, je pense que nous l'avons. Non, D'accord, bah, voilà. si, moi j'ai plus la liste là avec la présentation, mais ok. Bah, ce que je vous propose, c'est on va supposer, ou plutôt postuler que nous avons le quorum. Et puis si nous ne l'avions pas, la réunion aurait été utile néanmoins, et puis on fera comme on procède d'habitude. Et puis si nous l'avons, eh ben, c'est encore mieux. J'ai Par compté ailleurs, je salue 21. Anne. Il y a Anne-Terlès qui vient de nous rejoindre, ce qui devrait rajouter encore un élu. Nous sommes 22 élus en fait, hein, donc nous avons le quorum. Merci Laurent. Parfait. Alors, je déroule du coup l'ordre du jour, sauf si quelqu'un souhaite prendre la parole en liminaire, Bernard ou d'autres élus. Non, non, pas du tout, vas-y. Alors, verbal des séances de mars, pour le 1er mars et 6 mars, sur la même méthodologie que ce que je viens d'évoquer. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce procès-verbal? Une fois, deux fois, trois fois? Non. Donc je mets aux voix, il n'y a pas de vote contre, il n'y a pas d'abstention. Une fois, deux fois, trois fois? Non, il y a unanimité. Donc je vous propose qu'on passe aux délibérations sur le tourisme. Alors il y a l'avenant à la convention d'objectifs entre les offices. Il y a la convention de partenariat avec Seine-Normandie Agglomération sur le produit de gare à gare. Et puis, vous avez un troisième sujet sur la station Trail avec, on en avait déjà parlé, évidemment, avec une autorisation de signature sur des actions communes pour cette station. On commence par l'avenant. Alors l'avenant, en fait, c'est la déclinaison de ce que vous avez examiné lors du budget primitif. Donc nous avons une convention triennale qui lie les offices de tourisme de Rouen, Normandie Tourisme et Congrès, et enfin de Rouen Tourisme d'ailleurs, et Tourisme Seineur. Et cette convention se traduit ensuite par des avenants qui identifient l'action telle qu'elle va être réalisée année par année. Et donc cet avenant à la convention détaille sur enfin, les éléments d'action qui ont été identifiés pour l'année 2023, qui représente, sur laquelle d'ailleurs on va délibérer sur certains d'entre eux dans la foulée, et ça représente un montant global de dépenses de 36 000 €. Donc on est toujours sur la thématique du tourisme nature, qui se traduit par des dossiers tels celui qu'on va voir tout à l'heure, de l'adhésion au réseau Station Trail, mais qui se traduit aussi par le développement du gare à gare jusqu'à Giverny. Nous passons une convention de la délibération suivante, la poursuite de l'accompagnement à la labellisation accueil vélo, dans le cadre du travail sur la promotion et comment dire, le lien avec le territoire du développement de l'infrastructure saine à vélo. Voilà, puis un travail aussi sur tous les influenceurs, notamment à l'occasion de l'Armada. Donc nous avons une dépense de 36 000 € qui est détaillée pour 2023, qui avait été présentée lors du budget primitif, et la convention détaille d'ailleurs la ventilation de ce programme. Merci beaucoup, Laurent. Bon, c'est vraiment très cohérent et heureusement dans la lignée de ce qu'on avait déjà discuté sur notre programme d'action en matière touristique. Je veux souligner les pour l'instant, ce sont plus des impressions, si j'ose dire, mais on a quand même des premiers retours quantitatifs. Les premières données très encourageantes, hein, des chiffres touristiques, le long de la Seine en général d'ailleurs.
Et pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, on a eu l'occasion d'en discuter lundi avec Édouard, Philippe et Anne Hidalgo et tous les présidents des intercommunalités le long de l'axe Seine, justement sur les dimensions événementielles, grands événements, évidemment les JO, etc., etc. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Des interventions? Il n'y en a pas? Je peux mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Non, des abstentions? Non plus. Donc il y a unanimité. On passe au sujet suivant sur le tourisme toujours, comme je le disais, donc c'est la diapo d'après qui va s'afficher normalement. Voilà. Donc ça, c'est le produit auquel j'ai fait allusion de gare à gare, Laurent? C'est ça, tout à fait. Je précise d'ailleurs pour les élus que les techniciens sont dans la visio, Clémence Plassard notamment, de la métropole, donc responsable du service tourisme. Donc s'il y a des questions, on peut bien sûr répondre et développer. Là, c'est une petite victoire. Enfin bon, c'est une petite victoire. Donc ça fait 1 an ou un peu plus qu'on travaille. On a souvent dit aux élus sur une extension du gare à gare qui a été lancée entre Val-de-Reuil et Rouen. Et donc il y avait l'idée de travailler également avec Seine-Normandie Agglomération. Et bien donc c'est cette convention, donc ça on l'a exprimé à 1 ou 2 reprises lors des budgets primitifs, mais il fallait aboutir à cette discussion et il fallait traduire conventionnellement, construire le projet, construire le produit, etc. Et donc nous en sommes maintenant à l'aboutissement de ce travail et la convention qui vous est proposée, c'est une convention finalement sur le cadrage financier du projet, donc du projet de communication notamment autour du gare à gare. Mais la démarche maintenant ça, aboutit et donc on est sur un travail promotionnel sur la destination Seine-Normande, on va dire, qui se consolide sur la thématique de la randonnée à travers cette extension donc, du gare à gare jusqu'à l'entrée en Normandie à travers Vernon-Gévin. Merci. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, oui, j'avais demandé la parole. Je salue cette initiative et je crois que c'est achevé d'après ce que j'entends. C'est vrai qu'on aurait pu jeter un œil, nous, comme, comment dire, collectivité, sur la Seine, sur la ligne SNCF. Voilà, on aurait pu aussi apporter notre regard un peu en amont de la publication. On sera très heureux de la recevoir après coup également. Voilà, simplement, j'avais entendu parler de cette démarche-là. On aurait pu voilà, regarder en connaisseur des territoires très, très locaux. Merci pour ce commentaire. Pas d'autres questions, interventions? Je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Laetitia, si tu peux baisser la main. Sinon, attends, je vais essayer de le faire, mais je crois que je vais te laisser le faire toi. Voilà, merci. On passe au 3e et dernier point sur le tourisme. Donc là, il s'agit de Station Trail. C'est ça, donc là, on est dans le prolongement, Monsieur le Président, de la démarche qui a été présentée lors de la dernière réunion du Conseil du pôle métropolitain. Donc c'est une démarche, comment dire, à plusieurs niveaux. Donc le pôle métropolitain va adhérer au réseau Station Trail. Et donc, c'est ce qui est intégré d'ailleurs à la convention, à l'annexe à la convention des offices de tourisme. Donc, il y a une dépense, c'est un coût de 4 500 €. Donc, on adhère au réseau Station Trail et chaque territoire va travailler à la création d'itinéraires avec les partenaires locaux. Et dans le cadre ces itinéraires seront intégrés à ce réseau. Et comme nous en avons discuté lors de la dernière réunion du pôle métropolitain, donc
comme le diagnostic nous l'a été proposé. Donc 6 sites identifiés et 4 spots seront étudiés et travaillés en 2023. Donc 2 seront officialisés à l'automne. Je vous laisse les découvrir, mais nous en avions déjà parlé lors de la dernière réunion. Donc la colline des Deux Amants, Rouen et ses panoramas, le château de Gaillon et la forêt de la Longue-Rouvray. Voilà. Et à terme, nous travaillons sur mise en place de 14 parcours sur le territoire du pôle, avec des montants, et chaque EPCI, donc la métropole comme l'agglomération étant amené à réaliser les investissements nécessaires à l'établissement de ces différentes stations. Là, on est vraiment dans la logique développement, tourisme itinérance, tourisme de nature, tourisme de découverte du territoire. C'est cohérent avec le projet Capitale européenne de la culture, et c'est cohérent avec tout le travail que le pôle métropolitain a engagé depuis des années sur le tourisme nature, et cohérent avec les messages des collectivités sur le sujet. Tout à fait. Si, Nicolas, si tu le permets, pour tous les collègues, la notion de station trail, c'est exactement comme la notion de station de sport d'hiver. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des lieux où on peut héberger, loger, nourrir, etc. des gens. Et tout autour, eh bien, il y a des parcours aménagés, entretenus, etc. Et notamment, je vois par exemple sur les Ripos, on a à peu près, et sur l'agglomération Seine-Nord avec Gaillon, ça fait à peu près 300 km de chemins de trail qui sont balisés, entretenus par les services de l'agglo, et qui permettent à des gens de venir passer un week-end pour s'entraîner, en famille d'ailleurs, bien souvent, et ou réaliser des épreuves. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien se faire mal avec beaucoup de dénivelé. Donc, ce sont des endroits qui sont effectivement très prisés par une clientèle amateur ou amatrice de sensations fortes et d'efforts physiques importants dans une nature belle et préservée. Donc, c'est une excellente initiative et merci aux collègues du tourisme de nous avoir proposé cette action. Oui, je m'associe à la fois aux remerciements et aux commentaires sur le projet qui effectivement est très dans l'air du temps, hein, ça fait partie des éléments touristiques en plein développement, et en plus ça colle complètement avec les potentialités qu'on a de touristique sur les 2 territoires, sur tout le pôle, donc je pense que c'est très, très bien. C'est aussi cohérent d'ailleurs avec Capitale européenne de la culture. J'ai oublié de le dire, je pense que la plupart d'entre vous êtes déjà au courant, mais à l'occasion de la réunion de lundi là sur l'entente Axe Seine dont je parlais, la ville de Paris, enfin la maire de Paris a annoncé le soutien donc de Paris à notre projet Capitale européenne de la culture. Alors ça ne modifie pas le périmètre, hein, de notre candidature, qui est bien le périmètre de Giverny jusqu'au Havre, donc un périmètre normand. Néanmoins, c'est quand même une excellente nouvelle parce que sur justement les aspects touristiques, l'acheminement des touristes, évidemment que beaucoup de touristes, pour une année Capitale européenne de la culture, comme pour le reste, hein, transitent beaucoup évidemment par Paris, que ce soit les trains, les aéroports ou autres, et donc c'est quand même très, très bien d'avoir le soutien, quoi. Et puis il y a la Seine à vélo, enfin bon, il y a beaucoup de liens évidemment. S'il y a d'autres questions, commentaires? Non? Donc je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 1 fois, 2 fois, 3 fois? Il n'y en a pas. Et donc, c'est approuvé à l'unanimité. Alors, on va passer au développement économique. Là aussi, ce sont des choses qui sont connues puisque, comme vous le savez, le pôle métropolitain soutient différentes actions économiques et en particulier les pôles de compétitivité. On commence par Cosmétique Vallée, qu'on connaît bien. Voilà, donc on est vraiment dans le prolongement d'actions qu'on a initiées. Parce que l'on peut dire quand même, c'est que la liste des structures que le pôle métropolitain soutient s'élargit, parce qu'il y a à la fois un travail vraiment de convergence des 2 intercommunalités, c'est-à-dire que
c'est vraiment le pôle métropolitain qui est l'outil de soutien au pôle de compétitivité et aux filières dans le territoire. Et quand l'une ou l'autre de nos EPCI souhaite s'engager dans le soutien à une filière et à un cluster, eh bien on en parle dans le cadre du pôle métropolitain avec une convergence des deux directions économiques, avec toujours bien sûr cet antécédent historique qui fait que parfois il y a des engagements assez conséquents en fait qui avaient été posés dès la création du pôle métropolitain auprès de telle et telle filière. Donc nous conservons ces engagements qui correspondent un peu à au niveau que nous avions fixé à l'époque. Et en même temps, donc, nous engageons des adhésions auprès de nouvelles structures au fur et à mesure du développement des activités. On va balayer l'ensemble des pôles de compétitivité et filières. Vous aurez tout à l'heure la possibilité d'entendre également un responsable d'Alkerm sur le soutien que nous portons à la filière Miscanthus. Mais on va d'abord commencer par Cosmetic Valley. Donc Cosmetic Valley est soutenu par le pôle métropolitain depuis l'origine, depuis 2012, à hauteur de 45 000 €, selon une répartition d'ailleurs, 30 000 € venant de l'agglomération Seine-Nord et 15 000 € venant de la métropole Rouen-Normandie. Chaque année, il y a un travail à la fois de bilan qui est fait par les deux services économiques avec les acteurs de la filière et leurs responsables qui donne l'occasion donc à l'établissement d'une forme de bilan de ce qui a été réalisé en 2022 et un détail des actions qui vont être initiées en 2023. Certaines d'ailleurs ont déjà été réalisées. En lisant le slide, je pense à la revue Cosmetic Valley consacrée au territoire. L'article et le numéro de la revue est déjà sorti. Et puis ensuite, donc, vous avez différentes démarches qui sont détaillées. Guillaume Plançon, directeur du service éco, est présent à la visio, ainsi que Christelle Morin de Forceville pour la métropole. Donc ils pourront répondre à vos questions si vous le souhaitez. Notons la troisième édition du congrès cosmétique environnement et safety au Vaudreuil, le 4 juillet prochain. Notons l'intégration dans les différents projets au titre du CPIER. Notons la contribution à la démarche Urban Pact initiée par la métropole. Le soutien de la filière au projet Cap Filmi 2, qui est donc le projet, on y reviendra tout à l'heure, autour de la filière Miscanthus, qui est soutenu dans le cadre du CPIER également. Voilà, donc cet accompagnement de la filière et ce soutien de la filière, et c'est pas une filière d'ailleurs, c'est un pôle de compétitivité reconnu nationalement comme tel, continue d'être accompagné par le pôle métropolitain à hauteur de 45 000 €. Laetitia Sanchez a demandé la parole. Oui, merci. Par curiosité, parce que voilà, dans le soutien au développement économique, il y a toujours le volet social et environnemental. Et je vois là ce congrès cosmétique, environnement et safety. Simplement un mot, cosmétique et environnement, par pure curiosité, si je peux juste avoir une petite synthèse très très rapide par curiosité sur le sujet. Alors, Guillaume veut développer ou Il y a Bernard Leroy qui a demandé la parole aussi. Bernard, tu voulais répondre? C'était pour répondre, pour prolonger ou? Ah oui, c'était pour juste répondre très court, parce que ça peut être très long, mais je suis prêt à donner un cours particulier à Laetitia à n'importe quel moment. Non, très sérieusement, ça porte sur à la fois bien sûr, les substitutions de composants qui font partie des formulations cosmétiques, il y a ça, et puis il y a tout ce qui concerne effectivement les aspects conditionnement, articles de conditionnement primaire,
protection du produit, etc., sans conservateur ou avec de moins en moins de conservateurs, enfin, etc. Donc c'est un gros travail à la fois de reformulation sur les produits eux-mêmes et puis sur tout ce qui est packaging. Donc le congrès qu'il y a tous les 2 ans au Vaudreuil sur ce sujet est extrêmement pointu, rassemble à peu près entre 120 et 140 participants qui sont plutôt des gens de R&D et de marketing aussi pour certains aspects. Donc il y a un vrai travail qui est fait par la Cosmetic Valley avec son président qu'on connaît tous et son directeur général, M. Masson. Donc voilà, donc c'est la chance d'avoir sur le territoire un congrès de ce niveau-là qui rassemble vraiment dans un domaine très pointu et pas très glamour pour le grand public, mais essentiel pour que la France continue à maintenir son leadership dans le domaine eh bien de la cosmétique, des parfums, etc., avec des grandes marques comme L'Oréal, bien sûr, Hermès et d'autres. Et voilà, donc très court. Non, mais c'est Laetitia, on peut en parler quand tu le souhaites. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions sur le sujet? Il n'y en a pas. Donc je vais mettre aux voix, c'est la subvention 2023 de 45 000 €, comme vous le voyez sur la diapositive. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Non. Il y a donc unanimité. On passe à la délibération suivante, toujours sur la DAVECO, avec Paul Pharma. Voilà, Alors, donc là, pardon Laurent, pour Miscanthus, on le fait après? Miscanthus, oui, il va y avoir une délibération, donc je propose l'audition se fasse au D'accord. moment de la délibération. Parfait. Pôle Pharma, on est sur la filière pharmacie, qui est donc très importante sur notre territoire, avec des installations de premier plan, à la fois sur le territoire de la métropole et sur le territoire de l'agglomération. Je ne reviens pas dessus, vous les connaissez bien. Donc c'est un partenariat qui a été initié en 2017, si je ne m'abuse, à la demande de l'agglomération Seineur, si mes souvenirs sont bons, avec donc un montant fixé à l'époque que nous maintenons que nous vous proposons de maintenir à hauteur de 75 000 €, répartis à 50-50, donc 37 500 par les deux établissements, les deux intercommunalités. Et à noter que l'agglomération Seineur met à disposition par ailleurs des bureaux pour accueillir Pôle Pharma à Louviers. J'ai noté que 7 salariés de Pôle Pharma étaient positionnés sur Louviers. Pôle Pharma s'est élargi au niveau national, hein. C'était initialement 3 grandes régions, mais elle s'est élargie, elle prend maintenant une dimension nationale. Ce n'est pas un pôle de compétitivité au sens où il n'a pas été reconnu comme tel par l'État. Enfin, je ne sais même pas si Pôle Pharma en a fait la démarche, mais ce n'est pas un pôle de compétitivité. C'est le réseau de la filière pharmacie au niveau national. Donc de la même façon, un travail a été fait à la fois bilan 2022, perspective 2023. Je précise que sur ce bilan, on est toujours très attentif justement à des sujets comme relatifs à la transition et également à la transition numérique. On essaye à chaque fois d'inciter les filières à travailler sur ces questions-là, et donc il y a un travail plus particulier qui est fait sur ces dimensions-là. Si on doit revenir sur le programme 2023, donc les documents que vous avez en votre possession, à la fois la délibération, mais la convention 2023 pour le plan d'action de Pôle Pharma, les détails, mais si on peut y revenir, notamment il y a la 4e journée de la microbiomique, les 22 et 23 novembre prochains, au Kindarena. Il y a également donc différentes actions qui sont détaillées dans la convention.
Enfin, voilà, je ne sais pas s'il faut y revenir aux détails, mais elles sont exprimées rapidement dans le slide et on peut y revenir aux détails si vous le souhaitez. Merci. Bernard, tu as la main Oui, levée, je crois. oui, sans rentrer dans le détail, il y a un gros travail qui est fait de mise en réseau de tout l'écosystème, ce qui est une très très bonne chose. Bon, quand on regarde par contre le montant de 75 000 €, si on regarde par rapport à Cosmetic Valley, qui est vraiment pour le coup un pôle de compétitivité et les retombées qu'il y a sur le territoire, on voit qu'au niveau de la Cosmetic Valley, il y a des choses extrêmement positives. Sur Pôle Pharma, enfin, les services me font remonter qu'il faut être quand même assez vigilant. Et je me demande d'ailleurs, dans le cadre un petit peu santé, etc., si on n'aurait pas intérêt à adhérer ou à mettre en place ou adhérer au gérontopôle qui existe sur le territoire de la région et de faire un peu la part des choses. C'est juste un élément de réflexion parce qu'effectivement, c'est un cluster, ça veut dire qu'il n'y a pas de vrai travail de financement de pôle de projets de recherche collaborative entre différents établissements, etc., comme on peut l'avoir sur la Cosmetic Valley. Donc voilà, donc juste une remarque à ce niveau-là pour engager une réflexion sur le gérontopôle. Oui, sur le gérontopôle de notre côté, on a délibéré, je ne sais plus si c'est au niveau de la ville ou au niveau de la métropole, au niveau de la ville de Rouen, au niveau de la métropole. Au niveau de la ville, Laurent, en fait. ça te dit quelque chose? Oui, Oui, voilà. je sais que c'est passé au niveau de la ville. On l'a fait au niveau de la ville. Alors peut-être, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire. Pour moi, c'est quand même pas le même périmètre entre gérontopôle et Pôle Pharma, c'est-à-dire que le champ des entreprises, des activités et du programme n'est pas le même. En revanche, je partage ce que tu dis sur, peut-être, utiliser un mot un peu direct, mais sur l'efficience de notre subvention par rapport à l'action de Pôle Pharma. Mais enfin, c'est pas nouveau parce que ce sujet sur la pharmacie, il y a même eu une époque pas si lointaine, je me souviens quand j'étais président de région, où il y avait plusieurs associations, il y avait quelque chose j'ai oublié son nom d'ailleurs, mais enfin, il y avait une autre association. Et Pôle Pharma était plutôt du côté de la région centre, en fait, au départ. Et puis c'est étendu. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit sujet, je partage. Ça ne justifie pas qu'on revienne en arrière, je pense, à ce stade, mais C'est un mais point je suis d'alerte d'accord avec pour toi. envoyer un message clair de ce côté-là. OK. Pas d'autres questions, commentaires? Et puis on peut demander à regarder, ça sera intéressant qu'on ait On vous entend pas complètement. excusez-moi, je disais, ça serait intéressant qu'on ait pour la prochaine fois une information, présentation à voir sur le gérontopôle, comme le recommande Bernard. Oui. Je mets aux voix. Qui vote contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc il y a unanimité. Et donc on passe au point suivant sur le DevEco, qui concerne Normandie Aéroespace, enfin Normandie Aéronautique Aéroespace, NAE, quoi. Voilà, donc les deux précédentes délibérations, là, c'était vraiment des conventions avec une subvention, donc d'un montant assez significatif pour l'un comme pour l'une comme pour l'autre des deux structures. Là, on est sur des adhésions, donc quelque chose qui est plus sobre, à la fois du point de vue du montant et du point de vue du point de vue de l'engagement. Néanmoins, sur chaque structure à laquelle nous adhérons, il y a toujours ce travail, malgré tout, faire un bilan sur l'action 2022 et initier un programme de travail sur l'action 2023 qui fait ensuite l'objet de différentes réunions de suivi auprès des services. Donc là, on est sur la filière NAE.
Normandie Aérospace, qui est une filière très connue et très bien implantée et très reconnue aussi en Normandie, également soutenue comme l'ensemble de ces structures d'ailleurs par la région qui est sans doute le principal soutien du point de vue des collectivités. Et donc là, de la même façon, un programme d'action a été travaillé avec l'idée de faire atterrir à chaque fois la filière sur des actions sur le territoire local. Donc on le voit à travers la contribution d'ores et déjà existante en fait, hein, qui va se prolonger à la démarche Urban Pact, par exemple, organisée par la métropole, et puis différents projets qui font l'objet de partenariats. Ainsi, à la fin de la slide, vous voyez également différentes participations à différents salons engagés par l'agglomération Seineur, un travail dans le cadre aussi du mix, qui est la structure que nous avons mise en place au niveau de la métropole sur le développement des nouvelles mobilités, tous les enjeux d'innovation autour des mobilités. Voilà, avec toujours un focus sur transition écologique, transition numérique et un accompagnement sur des projets de recherche dans lesquels s'engage la filière. Merci. Il y a des commentaires sur un anglais. Fonctionne très bien. Effectivement, le premier partenaire, c'est bien sûr la région. Pas de commentaires, je vois pas de main levée. Je mets au revoir, pas de vote contre. Pas d'abstention. Unanimité, merci beaucoup. On passe à la logistique. La logistique, alors logistique, c'est un partenariat historique du pôle métropolitain. Initialement, à la création du pôle métropolitain, ce partenariat avait été initié à travers un pôle de compétitivité aujourd'hui disparu, qui s'appelait Novalog. Et donc, nous avons, fait basculer ce soutien à la filière logistique à travers un soutien porté donc à la structure Logistique Seine-Normandie, qui est une structure à la fois très sérieuse, réputée, reconnue et reconnue, qui a d'ailleurs repris un certain nombre des missions qui étaient exercées auparavant par Novalog. Bien là, de la même façon, vous voyez sur la slide les différentes actions qui ont été à la fois initiées en 2022 et puis celles qui vont être travaillées en 2023. À noter par exemple l'accompagnement de la filière sur la démarche de révision de Scott engagée par la notion de pôle logistique du futur, une étude sur Seine-Sud qui se poursuit en 2023 avec là aussi l'engagement très concret de la filière, LSN qui est également engagé dans à la fois la démarche Urban Pact et différents projets qui sont travaillés dans le cadre du CPIER. Voilà, donc c'est une filière qui est très dynamique, qui a organisé d'ailleurs des événements sur la filière logistique en 2022 qui ont eu une certaine audience, et donc nous proposons de continuer le partenariat avec cette filière pour un montant. Donc là, nous on est dans le domaine des adhésions, donc c'est un montant qui est relativement plus faible, de 8 000 €, et là, je crois qu'on peut dire effectivement que le retour sur investissement est vraiment, est vraiment au rendez-vous. Merci. Je rappelle qu'il y a d'autres initiatives en matière logistique en ce moment qui sont importantes, bien sûr. On a aussi d'ailleurs des projets le long de l'axe Seine avec l'entente sur un appel à manifestation d'intérêt, appel à projet sur la logistique du dernier kilomètre. Ce n'est qu'un exemple, hein, mais c'est juste pour signifier l'intérêt que portent les logisticiens à l'axe Seine dans son ensemble, pour des raisons évidentes. Est-ce qu'il y a des questions?
Juste une petite Non, remarque. pas de commentaire. Je veux bien une petite remarque pour expliquer mon vote, forcément sans surprise, sur la logistique. Je trouve qu'il y a toujours un peu des injonctions paradoxales. D'un côté, voilà, le fleuve nature, le tourisme vert, et puis de l'autre côté, voilà, cet axe de la capitale jusqu'à la mer qui voilà, serait voué à la logistique. Moi, j'aimerais connaître un peu nos incitations concernant les parts de transport entre le routier, le fluvial et le ferroviaire. Et quand on parle des emplois, si on prend l'exemple, par exemple, des grands entrepôts d'artisans du monde qui sont les plus modernes, c'est vrai que c'est très automatisé, donc bon, les emplois sont de plus en plus réduits. Je ne vais pas rentrer dans un long exposé, mais c'est vrai que c'est un sujet important. On a besoin de marchandises, on consomme, voilà, c'est tout un modèle sur lequel on peut s'interroger. Du dernier kilomètre, oui, mais après, sur le reste, notre territoire n'a pas que vocation, voilà, à développer des entrepôts logistiques pour alimenter la capitale par des axes essentiellement routiers, même si c'est le long d'un axe Seine. Voilà ma réflexion pour expliquer mon vote, sans surprise. Oui, alors je ne veux pas alimenter le débat inutilement parce que je partage un certain nombre des constats qui viennent d'être exprimés par Laetitia Sanchez. On sait que sur un repas, hein, le chiffre classiquement employé, c'est la réalité, hein, c'est que sur 100 marchandises, il y en a 85 qui passent par camion, 10 par le fleuve, 5 par le train. Donc c'est effectivement un très gros retard. Rappelez que je dis retard parce que les meilleurs ports d'Europe, ils sont en Europe du Nord et ils sont à la fois meilleurs sur le plan économique et sur le plan écologique puisqu'ils utilisent une part modale ferroviaire et fluviale beaucoup plus importante. Rappelez qu'il y a aussi le projet Canal Seine-Nord qui peut avoir un impact dans un sens ou dans un autre, alors selon la façon dont il sera employé. Il faut quand même souligner qu'il y a une demande de plus en plus forte des entreprises qui font appel à des logisticiens, typiquement des entreprises de distribution alimentaire, par exemple, pour employer des modes logistiques qui soient moins carbonés. Et demande tirée par leurs propres consommateurs, hein, ou leurs employés. Donc je crois quand même qu'il y a des évolutions qui sont pas inintéressantes dans le domaine. Et puis dire aussi l'attention effectivement à la densité en emploi, parce qu'on sait bien que les entrepôts logistiques, c'est pas l'activité qui crée le plus d'emplois par hectare, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a des interventions? J'en vois pas, je mets aux voix. Donc qui vote contre? Alors Laetitia, je suis pas sûr d'avoir compris, tu votes contre? Je vais faire abstention. D'accord. Donc pas de vote contre, une abstention. C'est bien ça? Pas d'autres abstentions? Merci beaucoup. On passe à la délibération suivante, toujours sur le DevEco. Donc, la délibération suivante, c'est un pôle de compétitivité, donc reconnu comme tel par l'État et la région. C'est aussi une structure que nous connaissons extrêmement bien, NextMove, anciennement Moveo. Donc, le pôle métropolitain est partenaire depuis 2012, donc depuis plus de 10 ans maintenant. Il y a un travail très comment dire, nourri, détaillé, construit avec le pôle de compétitivité NextMove. Donc là encore, je ne sais pas s'il faut revenir sur le détail des projets et en l'occurrence, Guillaume et Christelle sont là pour éventuellement développer. En ce qui concerne les perspectives 2023, à la fois un travail sur la décarbonation de l'activité qui est réalisée dans le cadre du CPIER et que l'on accompagne sur le thématique de développement de l'économie circulaire. NextMove est partenaire de la démarche Urban Pact et contribue à cette démarche que la métropole a initiée. Donc la démarche Urban Pact est aussi une démarche qui est concentrée sur comment dire, la création d'une forme de dynamique associant industriels, collectivités et scientifiques sur la décarbonation de l'industrie sur le territoire, et un travail sur la plateforme interfilière Genesis qui a pour objet de favoriser mutualisation des biens et des services pour le développement de la logique effectivement économie circulaire. Il y a un travail qui est réalisé également
je vois que Nextmove organisera prochainement une plénière spéciale sur la ZFE, donc on est sur des thématiques qui sont importantes pour le territoire, en rassemblant des experts du pôle sur cette question, et la métropole y témoignera de son expérience. Nextmove relaye également auprès de ses membres la prochaine journée Décarbonons Seine-Heure organisée par l'Aglo Seine-Heure, et enfin tout un travail sur le numérique responsable de l'industrie du futur. Et puis enfin, la particularité des pôles de compétitivité, c'est ce que disait Bernard Leroy tout à l'heure, c'est tout le soutien apporté à la recherche et à l'innovation, donc avec de nombreux travaux sur le territoire sur lequel Nextmove est engagé. On pense notamment au dossier TIGA et à tout l'engagement que Nextmove a démontré, notamment sur les dossiers autour des innovations, des véhicules autonomes, etc., qui se sont déployés sur le territoire. À noter également que Nextmove est partenaire du projet Cap Filmi 2, donc le Miscanthus, dont on parlera tout à l'heure. On verra avec notre invité donc, le développement du Miscanthus sur la filière béton, donc celle de la construction, mais il y a aussi des développements très importants, significatifs, attendus sur toute la plasturgie autour du véhicule, notamment les enjeux autour des tableaux de bord, etc. Et donc, Nextmove est pleinement engagé, partenaire de ce travail. Voilà, et puis Nextmove est également engagé sur différents, enfin, tout ce qui contribue finalement à soutenir le soutien à la formation, à la connaissance des métiers que l'on peut organiser sur le territoire. À chaque fois, Nextmove est un partenaire qui répond présent. L'intérêt de Nextmove également, c'est que c'est un pôle de compétitivité extrêmement reconnu nationalement, enfin, et en même temps, son message, c'est vraiment la vallée de la Seine. Et donc, puisque c'est un pôle de compétitivité qui fédère tout le bassin automobile de l'Île-de-France et de la Normandie. Donc, de ce point de vue-là, il nous aide à avoir un message très clair sur les transformations de cette industrie qui est clé sur le territoire et qui représente aussi extrêmement de potentialités sur les mutations industrielles sur le territoire. Merci Laurent. Peut-être juste ajouter de façon un peu prospective, vous savez qu'on a l'arrivée sur Cléon d'un nouveau constructeur qui s'appelle Ibusco, qui est néerlandais. Donc les choses avancent bien, les choses sont conclues, hein, mais le projet se déroule conformément au plan. Ibusco d'ailleurs continue d'enregistrer de nouvelles commandes ailleurs en Europe et dans le monde. Ils ne sont pas dans Nextmove. Je pense qu'à un moment ou à un autre, la question se posera pour nous et ce sera intéressant puisqu'ils produisent des bus électriques. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? J'en vois pas. Je mets aux voix. Qui vote contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc il y a unanimité. Merci beaucoup. Et on passe à la délibération suivante. Laurent. Oui, merci. Donc là, on est on va vous proposer peut-être, Monsieur le Président, si vous êtes d'accord, de faire un arrêt sur image avec l'audition de Monsieur Lagrange, donc qui est responsable d'Alkern, mais qui a été aussi par le passé, je crois, et il nous le rappellera, responsable de l'association Biomis G3. L'association Biomis G3, c'est l'association qui porte notamment le développement de la filière Miscanthus. Et la filière Miscanthus est une filière donc intéressante à la fois par ce qu'elle peut permettre de travailler au niveau de la filière amont, donc la production du Miscanthus, la collecte du Miscanthus et la transformation pour des débouchés industriels. Et dans ce cadre-là, il y a un travail qui a été initié, accompagné par la région et par l'État, dans le cadre du contrat de plan interrégional, on va dire, première édition, celle qui se clôture ou qui est clôturée et qui doit maintenant basculer sur une seconde édition. Et donc, ce travail d'accompagnement de soutien de la filière, il a été porté par l'association Biomis G3, qui à l'époque
ce travail avait travaillé avec 3 territoires. Le nôtre, un territoire du côté du Mantois, et le pôle métropolitain de l'Estuaire. Et finalement, c'est avec notre territoire que le travail c'est le plus consolidé et traduit, et les manifestations d'intérêt ont été les plus fortes. Et une des concrétisations de ce travail, puisqu'on est maintenant vraiment au moment où on est en train d'arriver sur la question des débouchés industriels, une des concrétisations, et ça va être le propos de M. Lagrange, donc, qui nous a rejoint, hein, qui est présent à la visio, a été la réalisation, mais il nous présentera, d'un site Alkern, consacré à bloc béton incorporant du miscanthus. Et donc, M. Lagrange va nous exposer, en quelque sorte, comment cette implantation, ce développement industriel, a un impact aussi sur le territoire, et comment cette réalisation s'insère dans un écosystème, en fait, qui a vocation à se développer. L'association Biomis G3 travaille à la fois sur son travail, c'est d'animer le développement de la filière et de travailler à la territorialisation des projets et à leur structuration. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il vous est proposé d'adhérer à la filière pour manifester finalement le fait que le territoire y met de la conviction. Donc c'est une adhésion à 10 000 €, mais les programmes d'action sur lesquels la filière travaille sont très très significatifs et sont en cours de discussion, avec la région et l'État, toute une brique de développement autour de l'industrialisation du miscanthus et des projets de recherche et développement. Donc nous, notre contribution est somme toute par rapport au volume qui est espéré dans le cadre de cette contractualisation à venir avec l'État et la région dans les années qui viennent. Notre brique est somme toute modeste, mais elle marque l'intérêt que nous portons à ce territoire, à ce projet, la conviction que nous y avons, et qui se traduit par première concrétisation locale à travers le développement d'Alkern. Voilà ce que je peux dire. Enfin, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Là encore, les services éco présents, la visio peuvent éventuellement développer. Puis donc, nous avons la possibilité d'entendre M. Lagrange qui a prévu une présentation sur donc le site Alkern, voilà, qui est positionné à Bernières-sur-Seine. Bonjour Monsieur Lagrange. Bonjour, merci, bonjour Monsieur Leroy, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Je vais partager mon écran pour pouvoir effectivement partager la présentation. Alors c'est un support, l'idée c'est surtout que vous puissiez poser des questions et que ça permette éventuellement de parcourir les slides. Vous allez me confirmer que normalement vous devez voir mon écran. Oui, c'est le cas pour moi. Donc, un petit rappel, mais vraiment très rapide, Alkern, on est un acteur, effectivement, nous, on est un fabricant de produits à base, au départ, nos matériaux de base, c'est le béton, mais on préfabrique ces produits pour, d'ailleurs, diminuer le plus possible la quantité de béton qu'on utilise. Et ça nous permet, effectivement, d'aller développer des solutions, en fait, globalement optimisées d'un point de vue carbone. Et on a, du coup, une gamme de produits qui vont de la construction, et on va en parler, on va dire, de type élévation de murs, mais également tout ce qui est aménagement des villes, qu'on en parle notamment et on a sur ce sujet-là un partenariat avec les ITC, donc c'est assez, dans le cas présent, intéressant de le souligner, tout ce qui est infiltration des eaux, et puis on fait d'autres produits pour l'aménagement extérieur au travers de différentes usines en France. Le cas, effectivement, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le projet qu'on appelle Alkern Center, qui est un projet qui, en fait, est né grâce, effectivement, au projet FILMI, où on a étudié en fait le comportement de fibres biosourcées, en l'occurrence notamment miscanthus, dans une industrie en fait qui est l'industrie du béton préfabriqué, avec malheureusement des difficultés. Puis on a réussi à trouver des façons d'y répondre, et l'usine est cette réponse. C'est une usine qui va être
Alors, quand on l'a, on va dire, signé il y a 2 ans en arrière, au sens présenté, on était à peu près à 7,5 millions d'euros. Vous le savez tous, la guerre a eu pas mal d'impact. On est plutôt maintenant à une enveloppe estimée qui, on dit plus de 8, je pense qu'on pourrait aller à 10, mais c'est les montants sur lesquels on va communiquer pour l'instant, avec une subvention effectivement qui est de 2 millions. 1 plus 1, en fait, c'est 1 million d'euros de subvention, 1 million d'avances remboursables, et c'est 50-50 entre l'État et la région. Vous l'avez cité tout à l'heure. Cette usine a la particularité en fait de pouvoir utiliser, en fait, être une usine qui va pouvoir, on va dire, opérer la bascule qui va se passer dans les prochaines années entre d'abord des produits, on va dire, classiques à des produits bas carbone, puisqu'effectivement on pourra utiliser des liants. Alors on va utiliser le mot ciment parce que c'est le mot que vous connaissez sûrement actuellement, mais on parle de plus en plus de liants parce que le ciment est normalisé et les liants peuvent ne pas l'être à date. Très bas carbone. Par exemple, on peut avoir des produits qui ont 0% de clinker pour ceux qui sont un peu plus experts sur ce sujet. Et on a également une usine, et c'est ça le point très particulier pour aujourd'hui, qui sera utiliser des produits minéraux et la matière minérale, on va dire en matière première, ou la matière végétale. Ça va nous permettre effectivement d'avoir une réduction significative en fait du bilan CO2 de la construction au sens général, que ce soit chez nous. Alors chez nous, en fait, on consomme peu de CO2 quand on fait des produits, c'est surtout le CO2 embarqué dans les produits et donc dans les constructions des clients qui utiliseront ces produits. La filière, effectivement, Miscanthus, c'est parce qu'en fait, on crée ce sujet d'un point de vue industriel. Le Miscanthus est actuellement une plante qui est utilisée pour différents débouchés, paillage, chauffage, litière, mais pas encore pour des applications industrielles. Vous l'avez cité tout à l'heure. 2 applications sont, on va dire, clairement identifiées à date et d'autres sont en train maintenant de assez massivement se joindre à ce sujet-là. Les produits en béton et de l'autre côté, la plasturgie pour les pièces automobiles. Et l'actualité fait qu'on va effectivement maintenant avoir besoin de travailler pour faire naître la filière. Faire naître la filière, ça veut dire à la fois faire planter là où il y en a besoin du Miscanthus, parce qu'il y en a déjà sur la région, mais pas forcément toujours assez pour les besoins futurs. Et puis 2, surtout, le point peut-être encore plus fort que juste, on va dire, planter, c'est basculer d'une logique un peu, on va dire, agricole, au sens j'ai des récoltes et puis derrière je les utilise un peu de manière directe, à je stocke des matières premières et qui nous permet de l'utiliser nous toute l'année. Cette notion de stockage est un point extrêmement important et très structurant dans la filière, car lorsqu'on stocke de la matière première, derrière on peut l'utiliser pour plusieurs filières, on peut la retransformer. Et c'est là où on aboutit sur les différentes unités de transformation qu'on peut aussi on pourrait appeler dans le cas de la plasturgie la micronisation. Juste pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le pourquoi on fait tout ça, c'est que dans le bâtiment, notamment, qui est un des forts émetteurs de CO2, il y a une norme, la RE 2020, qui s'est mise en place en 2022 et qui va petit à petit, par cycle de 3 ans, en fait, durcir, enfin maintenant mesure, premier point, et va durcir le bilan carbone des constructions. Et c'est bien l'objectif qu'on va poursuivre, notamment avec cette nouvelle usine. Ça, c'est les valeurs pour ceux qui seraient un peu plus au fait des bilans carbone des produits de construction. Il faut savoir que sur l'usine existante, puisqu'il y avait une usine existante à Bernières, c'était des produits traditionnels, un bilan carbone 14 kg, ce qui en soi par rapport à d'autres modes constructifs, en fait n'est pas si important que ça, mais on sait faire mieux de nos jours. Juste pour référence, le béton plein, des voiles en béton qu'on voit parfois dans des constructions, c'est une quarantaine de kilos de CO2. La brique, c'est une vingtaine, et le bois est autour de 10. Et donc effectivement, notre objectif sur cette usine, c'est d'être au niveau du bois, on va dire, d'un point de vue bilan carbone, et de passer en dessous des 10 kilos, notamment avec le produit qu'on voit ici, qui est un produit bloc biosourcé, c'est-à-dire non porteur à base de Miscanthus. Au niveau du planning, où on en est, donc effectivement l'année 2022 et 2023, c'est consacré, on va dire, à monter ce projet et à obtenir des subventions. On a un dépôt de permis de construire qui est en instruction encore à date, dont on espère avoir dans les toutes prochaines semaines une réponse positive pour réellement lancer la phase travaux. Et une fois que cette phase de travaux va être lancée, donc on l'espère, on va dire, dans l'été ou à la toute fin de l'été, une construction qui va se passer dans la partie plutôt hivernale, on va dire, pour une mise en route de l'équipement aux alentours de mi-2024, et puis une mise en route successive, puisqu'il y a beaucoup d'équipements dans cette usine,
l'équipement le plus complexe, on va dire, étant notamment la partie biosourcée. Donc on est sur un cycle de développement. Il faut savoir que dans les matériaux de construction, et notamment les matériaux de construction innovants, comme ça va être le cas ici, on a un besoin important de normalisation, de validation. Donc ça s'appelle un avis technique, c'est donné par le CSTB, qui est le Centre scientifique et technique du bâtiment. Et tout ça, ça prend en général de 1 à 2 ans. Donc la mise en place de la filière, et notamment du produit, parce que c'est quand même le point numéro 1, va s'opérer entre 2024 et 2025. Notre objectif étant en 2025 de faire les premiers chantiers tests. C'est ceux qui nous permettent d'aller d'ailleurs déposer notre demande d'avis technique et derrière d'être en 2026 en plein développement et en pleine commercialisation du produit dans le marché plus divers. C'est effectivement une autre vision de ce que je viens de vous dire, mais en disant en gros où on en est et comment on travaille sur ces sujets. On a effectivement toute une partie matière première, dont j'ai cité tout à l'heure, la récolte et surtout la partie stockage sont des sujets qui sont en cours de test, en cours de discussion avec des acteurs spécialisés, on va dire. S'il y a des questions, je vais peut-être un peu trop vite, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Deuxième sujet, la partie avis technique, développement des produits. Et ensuite, on basculera effectivement dans l'année 2025, on va dire, sur une phase de prescription auprès des différents acteurs de la construction, mais également de la maîtrise d'ouvrage, bien sûr, pour ensuite, derrière, passer à une bascule sur une distribution et accompagnement de démarrage chantier. Dans les risques ou les besoins, parce que c'est en fait ça lié aux deux, en fait, qu'est-ce qu'on a besoin de faire et qu'est-ce qu'on fait un peu au quotidien, et on est sollicité, et je vous en remercie d'ailleurs, depuis d'ailleurs, dans la phase projet, on avait déjà eu beaucoup de sollicitations par différents acteurs autour de l'agglo, autour de la région même, on va dire. Donc on a actuellement encore des démarches vers les agriculteurs. On a fait il y a 1 mois et demi en arrière un premier test avec 2 agriculteurs qui avaient des petits champs, mais des champs de miscanthus qui n'avaient jamais été valorisés jusqu'à date. Et donc, on a été faire des premières récoltes pour commencer un peu à les accompagner sur cette démarche qui vise d'ici 2 ans à être on va dire en mode production. On a un vrai sujet sur le stockage qu'on essaye comment dire. Le problème, c'est de le résoudre, pardon, je cherchais le mot, par une démarche qui est interfilière, parce que comme je vous l'ai dit, une fois qu'on stocke, on peut aboutir, on peut livrer de la matière pour toutes les différents industriels qui seraient derrière la chaîne en aval. Et le point suivant, c'est de commencer même à présent, même si on est au début, à faire connaître ce sujet, à faire connaître la solution à venir, parce qu'on aura besoin de trouver des pilotes, on appelle ça, des gens qui ont un peu plus le goût du risque, sachant qu'il est modéré, mais c'est quand même une notion de risque, puisqu'il faudra faire quand même 1 à 2 opérations en 2025. Donc il faudra effectivement que sur l'année 2024, on soit en identification de chantiers potentiels. Pour finir, une photo, parfois, ça parle plus que de grands discours. Donc là, une photo de l'usine telle qu'elle sera en gros projetée une fois le permis de construire obtenu et le chantier réalisé. Et puis en dessous, quelques photos, effectivement, à la fois on va dire, la petite célébration qu'on a faite pour célébrer effectivement l'obtention de la subvention à la fin de l'année 2022. Et puis également des photos de la récolte qu'on a fait il y a 1 mois et demi en arrière. Merci pour votre attention et bien sûr, je suis à l'écoute de toutes questions. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une main qui est levée. Oui, c'est effectivement. Merci Christophe pour cette présentation. C'est effectivement un très 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 beau projet, une entreprise innovante et qui fonce. Comme l'a très bien dit Christophe Lagrange, c'est un problème d'abord de production agricole. Alors la chance du miscanthus, c'est que c'est une plante qui peut pousser sur des terrains qui sont pollués et avec donc des récoltes non à destination alimentaire. Et là, il faut effectivement qu'on embarque un certain nombre d'agriculteurs parce qu'aujourd'hui, c'est quelques dizaines d'hectares à peine et je pense que les besoins sont très, 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 très supérieurs à tout ça. Donc, il y a une structuration. Sur le permis de construire, il est en cours d'instruction par les services, donc ça ne devrait pas tarder. Et puis effectivement, on va pouvoir se pencher sur le problème du stockage. Mais voilà, mais en gros, c'est vraiment un projet qui, à la fois dans ses racines, c'est le cas de le dire,
eh bien, va nous permettre de valoriser des terrains qui sont aujourd'hui difficilement valorisables et remettre la nature de façon intéressante dans le domaine, et puis avoir des produits effectivement dans le domaine du bâtiment et de la construction qui apportent une vraie réponse à l'impact CO2 du secteur du bâtiment et de la construction dans notre économie générale. Voilà, un soutien parfait et saluer celui qui a porté le projet au niveau de Biomis, là qu'on pourrait peut-être aussi un jour interroger éventuellement si ça intéresse, puisque un grand spécialiste de l'ensemble de la filière. L'autre débouché, c'est effectivement d'utiliser le miscanthus pour faire des réservoirs pour l'industrie, enfin pour l'automobile. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Oui, je partage complètement. Et ça fait partie effectivement des potentialités importantes sur notre territoire. Il y a encore un gros travail de développement industriel, clairement, mais c'est une voie qui est vraiment intéressante. Laetitia Sanchez? Oui, très, très rapidement, c'est vrai qu'on voit l'importance aujourd'hui de biosourcer les matériaux pour diminuer le bilan carbone de la construction. On a vu les vertus du miscanthus qui n'a pas besoin de beaucoup d'intrants chimiques et puis qui peut pousser sur des sols pollués. Simplement, comme à l'époque des solutions, par exemple pour les agrocarburants, on sera vigilant sur la compétition qui pourrait se faire sur les terres agricoles. N'oublions pas que les terres agricoles, en plus aujourd'hui, on a quand même des contraintes qui pèsent avec le ZAN. Les terres agricoles doivent être vouées premièrement à l'alimentation humaine. Donc, il faut vraiment être vigilant sur voilà, quelle surface serait dédiée à ces productions, à d'autres usages que l'alimentation pour ne pas concurrencer et puis continuer à aller vers la souveraineté alimentaire avec tous les sujets qui sont par ailleurs un autre sujet qu'on n'a pas abordé ce matin, mais voilà, bon, toujours ces petits points de vigilance, évidemment, dès qu'on parle d'agriculture. Passer de la logique agricole à la logique industrielle, oui, mais voilà, en gardant toujours la vocation des terres agricoles bien en tête. Faut être complètement enfin, je suis complètement en ligne avec votre commentaire, et d'ailleurs dans ce qu'on recherche, dans ce que j'ai pu présenter à différents agriculteurs, je dis souvent, ce qu'on recherche, c'est pas forcément des énormes terrains. On a cette chance, vous l'avez dit, Monsieur Leroy, on peut exploiter des terrains qui sont pour le coup pas exploitables, des zones à enjeu également, et également on va répondre à un autre sujet du monde agricole qui est l'agroforesterie, en fait, reséparer des champs, en fait, recréer des haies au sens, non pas avec des arbres, mais avec du miscanthus. Et donc, ce genre de sujets-là sont des vrais sujets à faire connaître et à avoir une réponse c'est-à-dire intelligente dans un monde moderne en termes d'exploitation de la terre. D'autres questions ou commentaires? Il y a Yves Sauret qui a demandé la parole. Oui, merci. Je voulais faire un peu le même commentaire que Laetitia sur le problème des terres agricoles, parce que ce qui fait un peu peur dans votre présentation, c'est qu'on ne sait pas combien d'hectares sont je peux vous donner la réponse. Oui, et après, je poursuivrai quand même. Je suis agriculteur, hein, donc des morceaux de terre abandonnés dans la métropole, il n'y en a pas beaucoup. Bon, des terres à faible potentiel, oui, sachant que nos syndicats agricoles nous alertent toujours sur les problèmes de souveraineté alimentaire et donc de concurrence. Et donc, je ne voudrais pas qu'en développant du miscanthus sur notre territoire, comme d'autres cultures industrielles qui sont présentes déjà et qui pourraient peut-être être développées ou au contraire diminuées, et ça autorise à avoir des pratiques agricoles détestables sur le reste des surfaces. Donc, un gros point de vigilance, et je pense qu'on peut nous, agglomération, aider sur la localisation. On fait un gros travail cartographique sur la qualité des terres, et donc on pourrait peut-être joindre ces choses-là pour arriver à faire cette culture-là qui a des intérêts agronomiques évidents, hein, de dépollution et également qui consomme très très peu d'intrants, de faire ces cultures-là dans des zones vraiment très particulières. Ce qui m'inquiète dans votre présentation, c'est que vous démarchez actuellement des agriculteurs qui vont peut-être vouloir profiter, entre guillemets, sur une aubaine, plutôt que de travailler à la limite parcelle par parcelle pour orienter cette culture-là sur des parcelles vraiment bien adaptées.
Alors, je vais vous donner 2 éléments de réponse, parce que vos propos, encore une fois, j'y adhère. La première, c'est que l'usine, donc, on va dire complet, au sens, quand on tournera à 100% de la capacité, c'est l'équivalent en termes de surface de 250 hectares de miscanthus, pour situer l'ordre de grandeur dont on parle pour cette usine. Au niveau des tests qu'on réalise, en fait, et des relations qu'on a, d'abord, on a fait savoir qu'on était potentiellement, on va dire, en recherche de miscanthus. Donc, on a des acteurs qui ont déjà actuellement du miscanthus et avec des débouchés parfois pas satisfaisants ou insatisfaisants en termes de valorisation. Et notre objectif, c'est bien de permettre à la filière d'exister et de vivre, hein, ce qui est normal. Et le deuxième élément, c'est que je recherche en premier lieu, et c'était le cas avec l'accompagnement qu'on a eu d'ailleurs de l'aglo sur la réunion qu'on avait faite à Bernières sur 2 agriculteurs qui n'exploitaient pas leurs 2,5 hectares pour être précis de miscanthus, c'est d'aller faire voir que ces terrains qui étaient effectivement un peu bizarres, c'était des bords de terrain qui n'étaient pas utilisés et ils avaient planté ça parce que ça leur permettait à eux d'avoir d'autres impacts positifs de côté de l'exploitation et de la séparation du champ avec d'autres champs. C'est-à-dire qu'on pouvait le valoriser et c'est bien ça que moi je vois plutôt comme étant un vrai débouché positif où on n'est pas en concurrence avec autre chose et où d'ailleurs, même d'un point de vue valorisation, et là je vais me mettre dans l'autre sens, moi je suis pour qu'il y ait une valorisation, mais je ne veux pas me rendre compétitif avec des plantes qui demain peuvent, voilà, pour différentes raisons, avoir des besoins pour nourrir les hommes, et là il y aura une priorité, il y aura une course aux euros, on va dire. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir des plantes qui soient avec une compétitivité dans le futur. Quand on fait une usine où c'est pour 30 ou 40 ans, donc je peux vous assurer qu'on est vigilant au fait d'avoir des solutions qui soient pérennes dans le temps et non pas soumises à des concurrences, on va dire, stupides et non profitables d'un point de vue global. Est-ce que sur la phyto, parce que c'est un outil de phytoremédiation, hein, des friches, hein, moi je le vois comme ça, est-ce qu'on a une idée sur l'ensemble du pôle métropolitain du nombre d'hectares de friches industrielles qui pourraient éventuellement être convertis? Moi je suis assez sidéré, on a un cas sur la friche Bosch aux Dents. On a la chance d'avoir Bosch qui a été la dernière usine. Donc voilà, 3 hectares, ils sont à 10 millions d'euros. 10 millions d'euros de dépollution pour 3 hectares. Donc voilà, je ne sais pas s'il y avait eu 3 hectares de miscanthus, s'ils avaient pu faire l'affaire. Mais voilà, je me dis, il y a peut-être un intérêt à regarder cet angle-là de façon très, très, très précise. Et effectivement, Yves a raison, on va pas. L'agriculture, c'est fait pour nourrir les hommes et les femmes, c'est pas fait pour. Voilà. OK. Non, mais c'est clair que c'est extrêmement coûteux. En termes d'inventaire, du côté du pôle métropolitain, du côté de la métropole, pardon, en Normandie, on a fait un inventaire à la fois des friches et puis des différents espaces, dans le cadre à la fois du PLUI et du SCOT. Donc, on a ces informations. Alors, spécifiquement utilisable pour du miscanthus, ça, non, je pense pas. Mais par contre, en termes de niveau de pollution, etc., ça, oui. Et c'est colossal, hein, c'est sûr. Mais comme tu l'as dit, avec le ZAN, etc., pour moi, c'est le sujet le plus difficile, hein, des 50 ans qui viennent, ces questions d'urbanisation, urbanisme, aménagement du territoire, ZAN, et donc aussi effectivement de mobilisation d'espaces agricoles pour telle ou telle finalité. Sinon, on va garder les friches sur les bras. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Non, il n'y en a pas. Et il me reste à remercier Monsieur le directeur d'Alkern. Merci beaucoup, merci à tous, bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. On va avancer ensemble. Merci, au revoir. Je repasse donc au bois sur cette partie-là, sur le plan d'action, sur BioBudget 3. Donc vous avez le montant, on est à 10 000 euros. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non, il y a donc unanimité. On peut passer à la diapositive suivante. On passe au numérique avec NWX dans le Web Expert.
Voilà, c'est la dernière délibération économique de ce matin. Et donc, c'est la filière connue NWX. Donc là, on est effectivement sur une bascule parce que c'était auparavant la métropole qui soutenait NWX, mais comme je vous l'indiquais, il y a ce travail un peu comment dire, on essaye de faire converger les démarches à l'échelle du pôle métropolitain, puisque c'est une des missions que s'est donné le pôle métropolitain, c'est d'accompagner les pôles et filières du territoire. Et donc voilà, donc le travail ancien avec NWX qui bascule à l'échelle du pôle métropolitain avec un travail des deux EPCI pour à la fois faire le bilan de ce qui a été écoulé, puisqu'il y a un travail de soutien qui est antérieur, et puis définir un cadre d'action pour 2023 à l'échelle du pôle métropolitain avec donc un montant d'adhésion. Là aussi, nous sommes sur une adhésion fixée à 24 000 €. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Intervention. Bon, NWX, c'est bien connu, hein. Oui, Bernard? Très bien, non, c'est très très bien. Il faut y aller là-dessus. Il y avait la question du pôle test, je crois qu'on avait évoqué à un moment, qui est pôle de compétitivité, qui est actuellement soutenu par l'AGLO. Et bon, je ne sais pas si on a pu avancer là-dessus, Laurent, je me souviens plus. Je suis un peu. Mais il me semble, moi, que l'adhésion au pôle test était également dans le périmètre du pôle. Je vois si Guillaume ou Thierry veulent préciser. J'ai pas de nouveauté de mon côté Oui, sur moi, le pôle. oui, je le confirme. Excusez-moi, Président, c'est Christelle. Allez-y. Oui, je le confirme, il est dans le périmètre du pôle et j'ai un petit doute parce qu'il me semblait qu'il était normalement dans la liste des pôles à présenter aujourd'hui. Oui, il me semble que la délibération ne doit pas être prête, c'est juste ça. Mais il doit y avoir un soutien au pôle test. Pour moi, c'était. Oui, il y en voilà, a un et ça a été vu avec les services de Sener, donc je pense que là, on a un petit. Voilà. Un petit bug, excusez-nous. Bug pour tout ce qui est informatique, c'est bien approprié. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si tout le monde sait d'où vient le mot bug en informatique, mais c'est parce qu'au départ, dans les très grands ordinateurs, il y avait des insectes qui venaient se mettre entre les câbles, etc. Ça vient de ça. Non, c'est pas une blague. Hein. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je me permets de confirmer, puisque c'était un de mes métiers d'origine. Donc, effectivement, c'est bien le mot bug qui vient des insectes qui venaient faire des faux contacts dans les circuits. Donc, pas de vote contre, pas d'abstention, il y a unanimité. On passe, du coup, on a fini avec la partie tourisme et éco, et on passe donc, comme je vous disais, au compte administratif, et ensuite on aura l'ADM, la décision modificative. Donc, le compte administratif, comme tout le monde le sait, hein, c'est l'exécution du budget sur 2022. Alors, je vous rassure, il n'y a rien de très surprenant, et je vais laisser les équipes le dérouler. Alors, merci Président. Oui, pour le compte administratif, donc on le passe avec une section de fonctionnement qui donne un résultat de 101 578,28 €. Pour rappel, le montant global du BP 2022 avait été voté au Conseil du 2 février 2022 et s'élevait à 294 656,53 € en fonctionnement. Sur la section d'investissement, le résultat du compte administratif 2022 apporte un résultat d'investissement à moins 11 042,25 €, ce qui donne un résultat net de 90 536,03 €.
peut passer au... Excusez-moi, je n'ose pas prendre la parole parce que comme c'est le compte administratif et que je suis le président, je ne suis pas censé parler, participer, etc. Donc je laisse la parole à Bernard Leroy pour diriger les débats et procéder au vote. J'aurais dû le préciser au départ. C'est la procédure normale pour un compte administratif. Bernard, tu peux prendre la main, s'il te plaît? Alors, je n'entends plus Bernard Leroy. Mais ça y est, bien sûr. Donc, je mets aux voix ce compte administratif. Est-ce qu'il y a des oppositions? Ça peut pas être le 2 et le 7 là, probablement. Des abstentions? Non, donc il est approuvé. Merci. Et je redonne la parole. Je vais l'envoyer à Stéphanie le retour. Merci. Donc, dans la suite, nous devons également voter l'affectation du résultat, l'approuver en tous les cas sur 2022. Donc, un excédent, comme on l'a vu précédemment, de 90 536,03 € sur la section de fonctionnement et les 11 042,25 € sur la section d'investissement, ce qui porte le résultat net à 101 578,28 €. Quelques éléments d'explication sur cet excédent qui s'explique en tous les cas pour le fonctionnement, qui s'explique par des soldes de subventions qui n'ont pas été versés, notamment des subventions au pôle de compétitivité et les subventions versées à la Chambre d'agriculture et bio en Normandie dans le cadre des conventions qui ont été votées et signées avec ces organismes. Donc, à hauteur de 30% pour les pôles de compétitivité et 60% pour les sujets alimentaires. Et nous avons également eu un report de versement des actions touristiques, donc versement d'une subvention à l'Office de tourisme, Rouen Tourisme et Normandie et Congrès, et qui s'explique par en fait une notification qui a été décalée de la convention triennale. Donc les 20 000 € qui étaient inscrits au BP 2022 n'ont pas pu être versés au cours de l'année 2022. Et enfin, l'adhésion à Biomis qui a été reportée à cette année, nous l'avons vu tout à l'heure, et qui s'élève donc à 10 000 € et qui n'avait pas été versé en 2022, mais qui le sera en 2023. Au président de faire voter ça, n'est-ce pas, Nicolas? Nicolas, ou alors, je veux bien. Ah, ça y est, voilà, non, c'est bon, j'attendais que vous ayez terminé. Vous avez fait voter l'affectation, c'est bon? Non, on a fait voter uniquement le compte administratif, parce que ça, c'est l'affectation, c'est naturel. D'accord. Donc, une fois que le compte administratif est voté, et merci à vous, l'affectation du résultat, c'est très simple. Vous avez le résultat net global et vous avez les différents points qui sont sur la diapo. Bon, comme je vous le disais, il n'y a pas de surprise particulière. Donc, pour approbation, est-ce qu'il y a des votes contre sur cette affectation du résultat? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Donc, il y a unanimité. Merci beaucoup. On passe à l'ADM, qui là aussi n'appelle pas de commentaires très forts, mais je laisse les équipes annoncer. Donc, il s'agit d'une écriture comptable à rectifier sur le BP et donc sur la section d'investissement, donc qui concerne la dépense et recettes corrélées sur le projet de de l'étude de l'échangeur à Cricbeuf. Voilà, donc les 11 042,25 € qu'on voit réinscrits dans la section 001 au niveau de la dépense et au niveau de la section 1068 pour la recette.
Donc c'est sans conséquences financières. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, j'ai une petite DM. Hein. Juste un petit déficit d'investissement. Ce qui est rien du tout. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Non. Donc, il y a unanimité. Merci. On passe. Donc, on a fini la DM. Normalement, on a terminé. Donc, on passe au point éventuel que les uns et les autres souhaiteraient ajouter, s'il y en a. Il n'y en a pas? C'est bon pour tout le monde? Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Si vous en avez l'occasion, bonne armada, parce que ça vaut vraiment le détour. Plus que le détour. Et puis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.